Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le 29 juin dernier, Maxime Lawson, 19 ans, était abattu au volant de sa voiture à Villiers-le-Bel. Un jeune sans lien apparent avec les conflits entre les quartiers de la ville. 3 mois après, une marche était organisée ce samedi pour réclamer la fin des violences à Villiers-le-Bel. Regardez ce reportage, il est signé Johan Bensoussan. On a perdu un fils, plus jamais ça, tous ensemble, debout. 14 blessés par balle et un jeune de 19 ans décédé. Le triste bilan des 3 derniers mois sur Villiers-le-Bel. Depuis la mort de Maxime en juin dernier, un collectif s'est créé pour rompre cet engrenage de la violence qui touche les différents quartiers de la ville. Entre recueillement et révolte, ce samedi, ils étaient environ 200 à se joindre à ce cortège de la paix. On en a assez, moi personnellement, pour les jeunes qui meurent, alors que nos petits jeunes, on en a besoin. Aux côtés de la famille de Maxime, des élus et beaucoup d'habitants anonymes venus eux aussi briser le silence. Seuls absents de cette marche symbolique, les jeunes, pourtant directement concernés. Plus globalement, ce sont d'ailleurs les femmes qui se sont emparées des problèmes de sécurité sur la ville. Je crois que c'est les mamans qui dirigent. Si une femme ne se met pas debout à Villiers-le-Bel aujourd'hui, les hommes ne seront pas debout. Je crois que c'est nous qui les ferons se mettre debout. C'est dommage de reconnaître ça, mais il faut qu'on le reconnaisse. Un collectif citoyen et associatif qui exige un droit à la sécurité et à la justice. Le mouvement aurait pu faire grincer quelques dents auprès de la municipalité. Mais pour Didier Vaillant, le maire de la commune, pas question de voir dans cette mobilisation la preuve de l'échec des pouvoirs publics sur Villiers-le-Bel. Il ne faut pas parler d'échec. Je crois que oui, on est dans une situation qui est difficile, compliquée. Il y a à Villiers-le-Bel un certain nombre de difficultés sociales. Et je dirais que ce qui est nécessaire de faire, c'est plus. Et donc c'est tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions plus. Je dirais le bien vivre ensemble, il est la responsabilité de tous. Il est aussi de la responsabilité des citoyens, pas que d'eux, mais aussi d'eux. Un peu plus de 3 mois après la mort de Maxime, l'enquête peine encore à avancer. Toujours à la recherche du meurtrier, la police vient d'ailleurs de lancer un nouvel appel à témoins. En attendant, le collectif du 29 juin entend bien continuer ses actions de prévention envers les jeunes. Une occupation du terrain pour apaiser le climat actuel sur Villiers-le-Bel. Fiscalité. Dans les grandes villes, les millions de Français propriétaires de leur logement ont subi entre 2004 et 2009 des hausses d'impôts allant de 11 à 65%. À qui la faute? L'État et les élus locaux se renvoient la balle. Christophe Aubry fait le point dans la 3e ville d'Île-de-France, à Argenteuil. Comme des millions de propriétaires se retraitaient jusqu'au 15 octobre pour s'acquitter de la taxe foncière. Et depuis plusieurs années, la facture ne cesse de s'alourdir. Du coup, jamais cet impôt qui touche 60% des Français n'a été aussi douloureux. Celle-ci a augmenté de 6,6% en passant de 1 723 € à 1 837 €, ce qui fait une augmentation supérieure à 100 € pour l'année. D'après une étude de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, ce sont les villes de la banlieue parisienne où la taxe foncière a le plus flambé. À Argenteuil, entre 2004 et 2009, elle a ainsi progressé de 22%. Ajouté à la taxe d'habitation, Michel Dufay a payé l'an passé plus de 4 000 € d'impôts locaux. Pour lui, c'est beaucoup trop. L'année dernière, je payais 2 fois plus de taxes locales, taxes d'habitation plus taxes foncières, que d'impôts sur le revenu. Ça représente quasiment presque 2 mois de ma retraite. De quoi raviver la polémique entre l'opposition municipale et la mairie socialiste. L'UMP dénonce une pression fiscale beaucoup trop forte, mais pas seulement. On ne peut pas augmenter la taxe foncière des Argenteuillais et dans le même temps augmenter ses indemnités de plus de 40%, comme il l'a fait pour lui et son équipe depuis 2008. Je répondrai simplement qu'on ne peut pas augmenter également les dépenses de communication. La municipalité de son côté précise ne pas avoir eu d'autre choix que d'augmenter une partie des impôts locaux afin de compenser le déficit creusé par l'UMP à la tête de la ville entre 2001 et 2008. Aujourd'hui, la mairie fait face à un autre problème, la non prise en charge de l'État de plusieurs dépenses. Nous perdons 13 millions d'euros de recettes sur la ville avant les annonces de 2011, donc c'est extrêmement important. Et d'autres villes sont dans la même situation. Ça, c'est les recettes de l'État. Et puis nous avons aussi des transferts de charges. Voilà, nous faisons les passeports, les cartes d'identité avec une très faible compensation financière. Partout en France, la hausse de la fiscalité locale ne devrait pas s'arrêter de sitôt. En effet, l'État vient de geler ses dotations aux collectivités pour les 3 prochaines années. Les classes moyennes sont directement visées. À terme, elles pourraient être tentées de quitter la ville au profit de communes moins gourmandes en impôts.
Nouvelle journée de grève demain dans les transports. Alors que l'examen de la réforme des retraites a repris aujourd'hui au Sénat, la SNCF et la RATP prévoient d'importantes perturbations dès ce soir. Selon les prévisions de trafic de la SNCF, 2 Transiliens sur 5 circuleront et 1 RER sur 3 pour les lignes C, D et E. De son côté, la RATP prévoit un trafic perturbé pour le métro parisien et le RER et un trafic très perturbé pour le RER-B. Le réseau de bus sera également touché selon les compagnies. Vous retrouverez toutes les prévisions sur notre site vonews.fr. Sport maintenant, sur le vélo, l'Argenteuillet John Sacomandi et son partenaire Olivier Donval forment un tandem de choc. Le premier est valide, le second handicapé. Et ensemble, dans la catégorie tandem handisport, ils se sont offerts un 3e titre de champion de France consécutif sur la course en ligne et dans le contre-la-montre cette saison. Zoom sur cette doublette pas comme les autres avec un autre duo, Fabien Madigou et Brice Martinelli. Si le maillot de champion de France est porté fièrement sur les épaules, c'est sur les étagères que trône le plus beau trophée. Voilà. Donc ouais, je vais vous montrer la médaille. Donc la médaille de bronze remportée en 2008 à Pékin. Ça reste le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière cycliste. Et je pense qu'Olivier, ça doit être la même chose à mon avis, quoi. Une médaille qui a fait sortir le tandem John Sacomandi et Olivier Donval de l'anonymat général qui entoure le handisport. Un métal qui sonne aussi comme une revanche sur la vie pour Olivier, atteint d'un déficit visuel depuis l'âge de 20 ans. Revenu des Jeux Olympiques d'Athènes sans breloque, Olivier a trouvé en John le pilote idéal pour atteindre les sommets. Alors forcément, il le bichonne. 15 mm. Donc là, il est bien réglé. Donc Olivier, il a fait ça nickel. Ça prouve qu'il a peur que je chope une tendinite, alors il prend soin de ma position sur le tandem. C'est parti pour une sortie sur les routes vallonnées du Vexin. Les 2 compères testent aujourd'hui différents réglages sur leur tandem de contre-la-montre pour optimiser leur position pour la prochaine compétition. Sur ce vélo, pas comme les autres, l'efficacité du duo réside dans une synchro parfaite. Il faut avoir la même cadence de pédalage, de toute façon on n'a pas trop le choix, les 2 pédaliers sont reliés. C'est surtout une bonne coordination. Surtout pour se mettre en danseuse comme ça, il faut être sacrément coordonné. Donc ça demande beaucoup de travail, de coordination, de confiance. L'association entre John et Olivier a tout de suite fonctionné. Dès leur première course en 2007, ils remportent à la surprise générale les Jeux panaméricains en Colombie. Depuis, la doublette est invaincue en championnat de France et vient d'accéder à la place de numéro 1 mondial. Pour obtenir ces résultats, le duo a développé une technique de communication bien à lui. On communique beaucoup, mais ça se fait beaucoup par rapport à la reconnaissance aussi. On ne s'aventure pas sur une compétition sans avoir reconnu le parcours. Par exemple, un contre-la-montre, on le prépare. On arrive, on fait quelques tours avant pour bien enregistrer le parcours. Et après, ça se fait tout naturellement, il n'y a pas besoin de parler. Ça va être des mots signaux en quelque sorte. On prend un exemple de faux plat, on va repérer un objet ou quelque chose sur le circuit. Et en sortant ce mot-là, tout de suite, on va avoir l'image du parcours. Fort de performances internationales de premier plan, le duo a intégré la très sélecte liste des sportifs de haut niveau. Je considère que, en tant que personne handicapée, c'était pas donné il y a 20 ans, il y a 30 ans de pouvoir faire du sport, de voyager à droite à gauche, de faire des compétitions, d'être reconnu comme sportif de haut niveau. Donc voilà, je trouve que c'est une opportunité, pour l'instant je le vis très très bien. Aujourd'hui, le couple refuse de se projeter jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Prudents, les champions de France ont préféré miser sur les championnats du monde qui avaient lieu mi-août au Canada. Mais avec une 11e place dans l'épreuve du contre-la-montre et une 13e sur la course en ligne, le duo tricolore n'a pas été à la hauteur de ses objectifs. Une contre-performance sur laquelle comptent bien s'appuyer John et Olivier pour franchir un nouveau palier. Tennis de table et une nouvelle défaite pour l'AS Pontoise-Cergy en Ligue des Champions. Les joueurs de Christian Adam ont subi une véritable gifle chez les Allemands d'Oschenhausen en s'inclinant 3-0. Ils avaient déjà perdu le match aller 3-2. La victoire sera donc impérative lors de la prochaine journée pour tenter de conserver un espoir de qualification pour les quarts de finale.
Les matchs d'improvisation acquièrent peu à peu leur lettre de noblesse. En quelques années, le concept est devenu une référence en matière de show humoristique. Et c'est justement une discipline où les Valdoisiens s'expriment pleinement. Le reportage d'Eladji Colli. Que voulez-vous? On voulait le palais, mais nous ne connaissons rien. Quelle idée! On a le prince en otage. Ambiance survoltée à la maison de quartier des Linandes vendredi soir. La Lide, un collectif d'étudiants valdoisiens déjantés, et le Zapping de Paris s'affrontent dans un match d'improvisation. Dans cette nouvelle approche théâtrale, fini le mimétisme et les postures académiques. Place maintenant à une logorée créative et spontanée, le tout encadré par un maître de cérémonie qui impose les thèmes et les pénalités. En gros, il y a plein de fautes. Par exemple, je leur mets, quand il se passe rien, je leur mets du retard de jeu. Donc à chaque fois, il y a un geste. Je siffle dans un casou pour siffler une faute. Je leur siffle, par exemple, s'ils utilisent des personnages connus, des personnages célèbres qui existent déjà. Genre, à un moment, on a vu le père Fouras. Voilà, ils n'ont pas le droit de le mettre là-dedans. C'est un cliché, comme on appelle. Sinon, quand ils sortent de leur personnage, décrochage, etc., il y en a plein. Voilà. Ainsi, il existe 16 fautes officielles. Chaque équipe totalisant 3 fautes donne un point à l'équipe adverse. À la fin de chaque improvisation, le public vote pour la meilleure prestation. L'équipe plébiscitée remporte alors un point. Si ce soir, les Parisiens ont perdu, ils ne rentrent pas bredouille pour autant. D'avoir perdu, on s'en fout. Non, ça fait plaisir, c'est bien. Ce qui est bien, c'est pas d'avoir perdu ou d'avoir gagné, c'est que le score soit assez serré. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni une équipe qui a été ennuyeuse, ni une équipe qui a été bien au-dessous. Ça veut dire qu'on était ensemble. Parce que l'improvisation, c'est des faux matchs, c'est surtout pour jouer ensemble. Cette pratique suscite l'engouement du public. À tout moment, il peut manifester son mécontentement ou son ennui en jetant une pantoufle sur scène. Si cette tendance reste assez méconnue, elle a encore de beaux jours devant elle. Je pense que ça va beaucoup se développer en France, à l'image de ce qui s'est passé un peu au Québec, au Canada. Ça serait bien que ça passe un peu plus à la télé, peut-être, pour que les gens soient un peu plus au courant de ce qui se passe, les championnats du monde, tout ça, parce qu'il y en a. Et surtout, on a un très très bon public à Cergy, on espère que ça va continuer. Et on aimerait bien qu'il y ait des gens qui viennent de partout pour nous voir, valdoises, on ne va pas leur demander de faire des centaines de kilomètres non plus. Les matchs d'improvisation révèlent une nouvelle génération de comédiens qui dépoussièrent les traditions théâtrales. Une nouvelle vague comique qui n'a pas fini de réjouir les amateurs de stand-up. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 octobre, c'est la semaine du goût. Donc pour se mettre au parfum, la rédaction de VOTV vous propose une série consacrée aux productions locales. Et pour ce premier volet, nous partons pour les vergers d'Attainville, au carrefour de la Croix-Verte. Une cueillette avec un nouveau principe venu du Québec, le Pomme Drive. Regardez ce reportage de l'année dernière, il est signé Brice Martinelli. J'aime pas les En cette journée ensoleillée des vacances de la Toussaint, la famille Fencam déambule dans les rangées des vergers d'Attainville. À la quête de leur fruit préféré, la pomme, c'est un petit moment de détente tous ensemble et l'assurance de produits de qualité. Ça fait sortir les enfants, c'est une activité ludique, ils mangent des produits frais et sains, économie et puis bien manger. Comme ça, en plus, ce soir, on va faire des gâteaux, donc ça va les occuper. Il y avait foule ce mardi au Pomme Drive. Le principe est simple, venir en voiture et cueillir ses pommes sur le verger de Nicolas Richaudot, fils de maraîcher depuis 3 générations. Bonjour, un petit plan. Tenez, dans cette partie-là, il y a plus de pommes. Toutes les variétés, vous pouvez mélanger ce que vous voulez. Ici, une vingtaine de variétés se côtoient, de la Golden à la Calville, pomme du Val d'Oise, en passant par la Royal Gala. Un achat direct aux producteurs et des économies pour le client, une alternative aux grandes surfaces, selon le patron des vergers. Financièrement, s'ils prennent 100 kilos, c'est 50 centimes d'euros. Vous voyez, le kilo. Allez trouver ça ailleurs, cueilli même dans les magasins et tout, il n'y en a aucun qui joue le jeu. C'est à peu près combien en grande surface? En grande surface, on est aux alentours d'un 90, et puis après, ça dépend de la qualité de la pomme aussi, il y a un terroir aussi. Une fois cueillis, les cajots de fruits sont soumis à une pesée. 65 kg pour 45 €, une affaire rentable pour cet habitué de 10 ans. Je gagne un petit peu quand même, si. Bien sûr. Ça me reporte un petit peu. Regardez, moi, je connais bien la maison. Il a son escabeau. Oh, moi, je connais bien la maison, c'est pas d'aujourd'hui. Les pommes les plus grosses, elles sont là-haut. Il pleut jaune. Plus que quelques semaines pour venir cueillir vos pommes tous les jours de 10h à 18h. Mais même si la saison est bientôt finie, ici, fruits et produits du terroir vous sont proposés toute l'année.
Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur venews.fr. À demain.